Bonsoir et bienvenue sur RCN 90.7. Vous écoutez l'émission Grand Écran, l'émission cinéma et ho ho ho. Et pas que. Et pas que. Et oh oh oh, on est le 25 décembre. C'est Noël. Joyeux Noël. On est là. On sacrifie notre famille pour venir faire des critiques à la radio. C'est quand même formidable. Mais c'est vous, ma famille. Avec les violons. Bon, bref, oui, du coup, 25 décembre. Pourquoi ? Parce que c'est donc la dernière émission du mois, donc la revue critique. Et qui dit revue critique dit revue critique, bien évidemment. Tout à fait. On commence donc sous les chapeaux de roue via la gaudriolerie et l'humour typique de la France. Je suis français, voilà. Tiens, en parlant de film français qui ne l'est pas, parce que là c'est un réalisateur palestinien, Oulais et Elias Suleiman, pardon. Le roi de la transition, quoi. Vas-y, continue. Parce qu'il n'y a rien à voir, hein, mais bon, T'es un chef, mec. It Must Be Heaven, donc le film de Elias Suleiman, sorti le 4 décembre, et c'est Charlotte qui va nous en parler tout de suite. Oui, Car j'ai oublié de présenter les invités de ce jeu aujourd'hui. Salut Charlotte, comment tu vas ? On doit faire 30 minutes aujourd'hui, donc c'est ta faute. on y va, quoi. C'est ta faute, Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut. Au revoir Sébastien. Au revoir. Salut Jonathan. Salut. Vas-y Charlotte. Ça ressemble à rien aujourd'hui, donc toi bien. Au revoir. C'est Noël, on s'en branle. Vas-y. Bah voilà, c'est fini. Hein. Salut. Non, oui, alors. It Must Be Heaven, je le fais moins bien que toi. D'Elias Suleiman. Moi, je connais pas bien ce réalisateur palestinien, mais bon, apparemment, ce film-là, son dernier film, qui était en compétition à Cannes, ressemble pas mal à ce qu'il a pu faire avant. C'est-à-dire, Elias Suleiman, il se pose un peu en observateur. Vraiment, dans les plans, il est là. C'est réalisateur, mais il est là, et en observateur d'une ville dont il est étranger. Donc là, c'est à Paris, il arrive à Paris. Et sa situation, son apparence déjà un peu à la Jacques Tati, muet, avec un Très chapeau. burlesque apparemment aussi. C'est ça. Et du coup, donc lui, il amène un peu ça, avec sa bonhomie, son petit, voilà, quasi muet et tout. Et c'est vrai qu'il fait ressortir le comique de situations qui ne sont pas forcément. Donc, il arrive à Paris, il y a des touristes qui cherchent Brigitte. Enfin, voilà, il y a des trucs très, très drôles quand même. Moi, ça a fait rire pour le coup. Il imagine aussi des choses dans cette vie quotidienne parisienne. Par exemple, que tout le monde se trimballerait avec des armes d'un coup, même une mère de famille en poussette, quoi. À un moment, je crois qu'il est devant, je sais pas, les Galeries Lafayette, et ils arrivent tous avec une arme, tranquille, comme si c'était le sac plastique. Enfin bon. Donc voilà, il imagine des trucs... Donc il y a ce décalage un peu qui l'amène de par sa présence et de son ton, quoi. Donc moi j'ai plutôt bien apprécié quand je l'ai vu. Après voilà, en sachant que il fonctionne toujours comme ça, je me demande la limite de la chose. Et puis voilà, je sais pas si je regarderais forcément 10 de lui. Après voilà, je ne connais pas ses autres films, je sais pas si C'est un vous... habitué cannois, lui, ça fait plusieurs fois. Aussi, voilà. Oh il est un peu âgé, je pense qu'il est habitué à Cannes. Pardon, désolé. Les Palestiniens, ça aide à rentrer aussi à Cannes. Non, si, c'est Il n'y a vrai. pas de mur déjà. Bon, on va arrêter les blagues. Hein, Donc merci. voilà. Il a eu Sébastien. un prix, il a eu un prix à Cannes, je suis. Non, attends, Je crois j'ai qu'il un était gros pas dans le doute là. palmarès. Peut-être prix de la mise en scène ou un truc. Mais moi, Cannes, J'ai ça fait un petit moment que j'ai arrêté, gros mais doute, Charlotte. Non. Jonathan, je Non, ne il sais a pas. rien Ah, eu, pour je le film crois. là Ouais, Ah non, il a rien eu, Ah ouais, on c'est est pas marqué d'accord, sur hein. l'affiche, donc Ok, je pense qu'il bon, a rien eu. j'avais un gros doute, mais voilà. Ou peut-être une mention, je sais plus, enfin bref. Bon voilà. Mention passable. C'est un peu ça. Revenez l'année prochaine, vous aurez une meilleure chance. C'est pas Donc grave, voilà Thierry pour ce Frémaux, il a déjà film. prévu le coup. Mais c'est clair. Parlons de choses plus intéressantes, Roland. Ah, c'est à moi oui, déjà. Ah bah ouais, c'est à toi. Alors, Moi c'est bon, je passais rapidement sur ce attention, cachez les gosses, ça va être sanglant. Alors, on parle de... Pourquoi je dis ça tout de suite, alors que bon, bref, bof même. Je parle donc de toute ressemblance, 3 petits points. Film de Michel Denisot. Désolé. Sorti le 27 novembre. Alors, le synopsis, je vais sortir donc le synopsis officiel. Depuis son arrivée à la tête du 20h, Cédric Saint-Guérande, alias CSG, est en majuscule, le présentateur préféré des Français. Ses audiences insolentes attisent les jalousies, même au sein de LGC. La grande chaîne, dont il est la star il s'est fait incontestée. chier. Ah oui, c'est totalement fait chier. Sa soif du pouvoir est sans limite, ce qui déplaît au nouveau président de la chaîne, incarné par Denis Podalides d'ailleurs. La comédie le française. Représente. Bravo. Vas-y, continue. Pardon. La guerre est déclarée entre les deux.
Jeu de pouvoir, réseautage, manipulation et coups bas, la lutte sera sans merci et l'issue sera forcément spectaculaire. Bienvenue dans les jeux du cirque médiatique, point d'exclamation. Non, en fait, pas du tout. C'est un assemblage singulièrement mal structuré des plus vieux clichés. Présentateur, il est hypocrite, il est cynique, il est toxico. Donc je pense qu'en fait, pendant ces 50 années à la télévision, Denisot s'est dit tiens, je vais m'inspirer de Morosi pour sa connexion de drogue, tiens, je vais m'inspirer de ça pour ça. Tiens, CSG, c'est pas loin de PPDA, c'est cool. Voilà. Ah, j'avais pas fait le lien. Ok, d'accord, Ouais, merci. Ah ouais, non, mais il y a quand même puis il y a une concurrence ouais. en plus parce qu'il y a la présentatrice du JT du week-end. Enfin voilà, en plus c'est une présentatrice. Donc, est-ce que c'est PPDA avec Claire Chazal? Ah, j'avais pas fait le lien, d'accord, ok. Surtout comment elle est dépeinte un peu de façon un peu idiote. Est-ce que ce serait... Enfin voilà, on va arrêter les clichés. Dans ces parce interviews, que... tout le monde lui demande c'est qui, c'est vous. Non mais le pire, attention, c'est que le film se termine quasiment comme ça en fait. Donc vous avez le film, la fin, qui est ridicule en soi, ce que j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, vous avez un espèce de panel où vous retrouvez un cinéma quasiment vide, où vous avez juste 5 présentateurs télé, actuels ou anciens, qui sont en train de dire « Ah, je suis sûr qu'ils sont en train de s'inspirer de ça. Oh non, c'est peut-être un homme. Oh, plutôt une femme. » On s'en fout. Sérieusement, on s'en fout. Et c'est ça son problème du film, en fait. C'est qu'il ne sert à rien, déjà de base, et en fait, il ne raconte rien. Michel Denisot se lance en fait, ne se lance pas dans un récit subversif et ne balance pas trop violemment ses copains et ses anciens collègues, hein, mais il ne peut également pas se targuer du coup d'apporter aussi une certaine question, un certain regard aussi neuf et voire inédit en fait. Parce que finalement, si tu te coupes l'herbe sous le pied, tu peux pas aller plus loin aussi dans l'histoire. Et c'est ça le gros problème du film. Enfin, si ce n'était le gros problème du film, parce que le gros problème du film, c'est le scénario. D'une timidité affligeante, c'est vaguement hystérique, faussement créatif. Alors, il y a plusieurs références à ça. Notamment, il y a une scène, donc, il est dans une espèce de clinique, parce que bon, il a pris des médicaments, donc du coup, faut qu'il se soigne. Bref. Et là, en fait, il prépare déjà son retour. Et là, il fait une référence, il fait tel Napoléon sur l'île d'Elbe, je reviendrai. Enfin, d'accord, ok. Donc, il se compare déjà direct à Napoléon. Et ça commence comme ça. Des fois, il espèce de faire un personnage faussement intello, sauf qu'il est campé Franck Dubosc et c'est quand même le roi du slip de bain, donc ça fait un peu bizarre de voir ça quand même. Mais il y a encore beaucoup de choses là-dessus, notamment qu'est-ce que l'on doit dire plus, le poème devenu de nulle part, à un moment donné, l'espèce de cité du Montesquieu, dans la bagnole de son chauffeur, donc oui, pourquoi pas. Ça veut faire des citations, notamment le film commence par une citation de Boris Vian. Cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée. Bien évidemment. Il y a des situations embarrassantes ou totalement mal amenées. Il y a une scène où en fait il se retrouve en train de faire son GT et puis en fait sa petite amie fait une gâterie. Enfin, c'est dans la bande-annonce. C'est ridicule. Justement, c'est ridicule. C'est ridicule. Je suis pas allé voir le film, mais la bande-annonce donnait un côté quand même un peu télé. Enfin, pas l'impression qu'on allait se dire qu'on allait au cinéma pour voir ça. Quoi. Ça ressemblait à un téléfilm. Quoi. Mais au-delà d'un téléfilm, une soirée à sketch à la télé, quoi, tu vois. Plus qu'un téléfilm. Et au fur et à mesure, ça s'enfonce. Comme ça, de pire en pire. Donc il y a cette espèce de concurrence entre Cédric Saint-Germain et ce bon vieux Denis Podalides qui joue le président. D'ailleurs, qui doit régler des comptes également aux actionnaires, qui sont un peu comme le Dr Gang dans l'Inspecteur Gadget, si vous savez, ils sont à la télé comme ça et on ne sait pas ce qui se passe, ils ont une voix grave, tout va bien. Mais pour le coup, il y a d'autres situations embarrassantes, donc cette espèce de guerre entre les deux qui dit tiens non, je fais des parts de marché impressionnantes, tu ne m'auras jamais, tu me donneras même un nouveau journal télévisé à côté, il fait une nouvelle série documentaire reportage, voilà, ça s'enchaîne comme ça, il fait 40% de parts de marché, 43% de parts de marché. Après il y a une scène où il invite Alain Delon, il y a Alain Delon dans le film et ils font une interview sans dialogue. Et après, il revient, il fait j'ai encore dépassé mes parts de marché, des parts d'audience. Puis après, il revient, il y a des situations encore plus embarrassantes qui fait maintenant, j'ai 50% de parts d'audience. Et là, on est en train de se dire dans la tête, on n'y croit pas une seule seconde à ta connerie. Est-ce que c'est pas le vrai premier film français OK Boomer, finalement ? Et c'est ce que j'allais dire. Hein, franchement. Parce que c'est ça qui est magnifique. Parce que pour inviter Alain Delon dans ton film, il faut quand même. C'est déjà. Non, mais le pauvre Alain, si je lui souhaite pas. Attention, parce qu'il y a aussi une scène. C'est son dernier film, vas-y, le pauvre. Il y a une scène. Ce serait parfait. C'est formidable. Bourvil a bien terminé une scène dans un film de soft porno, voilà. Donc pourquoi pas. Il y a une scène encore plus embarrassante avec un ministre emplumé dans une boîte de nuit qui en fait c'est suite à une action des intermittents.
C'est salaud d'intermittent. C'est salaud d'intermittent. À un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai envie de me lever et taper sur l'écran, enfin la toile, tu sais, dire non, arrête, dégage. Bah vas-y Roland. Le cinéma n'y est pour rien. Enfin. En plus c'est une production UGC, donc ça aurait été pas plus mal de péter leur cinéma. Pardon, désolé. Ils font des séances en fait. Ils font ils sont sympas. Ils sont sympas, je suis désolé, ça m'a énervé. Je me suis énervé d'un seul coup. Mais voilà, c'est un film qui en plus il y a une conclusion absolument ridicule, je spoil tout, j'en ai rien à foutre. Donc Franck Dubosc, il va se faire évincer de son JT. Pourquoi ? Parce qu'en fait son fiston a découvert les amphétamines et du coup fiston il fait des vidéos sur YouTube, il fait ouais mon papa en fait c'est un gros salopard, alors ouais je vais faire pareil. Puis du coup il se prend des amphètes puis il fait une overdose. Alors du coup après c'est balancé sur le net et du coup il est embarrassé. Alors du coup il démissionne. Alors à la fin il se rend compte qu'il a tout détruit dans sa vie à cause de la drogue, parce qu'en plus sa femme lui avait dit je te quitte si tu te drogues, parce que mon frère est mort d'une overdose. Donc on y croit encore une seule seconde, encore au film. Et du coup en fait il part au Népal et il devient bouddhiste. Devant des millions de gens, devant le plan en CGI le plus dégueulasse que j'ai vu. T'es encore en train de décrire le film mais là, je décris la fin du film. Mais faites une suite. Parce qu'il interviewait parce que forcément il a interviewé Dalai Lama et tout le bordel. Aïe. Ouais voilà. Alors finalement semble-t-il en plus voilà donc. Et puis c'est pris au premier degré. Son départ au Népal. Le fameux buzz sur le net donc il explique par une voix off magnifique. Il fait oui maintenant aussi les médias ça se consomme comme ça. En 2019, donc je pense que déjà le film a 20 ans de retard, semble-t-il avoir 20 ans de retard, voire 30 ans de retard, et semble avoir donc ce fameux, est-ce que c'est l'effet inverse de l'effet OK Boomer quoi ? Oh. Ah. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, je vois. Est-ce que en fait c'est le mec qui fait le revival du Boomer alors qu'on a envie de dire OK Boomer ? Une seconde génération, tu vois. Voilà. De OK Boomer. L'embarrassant. Mais c'est très premier degré la fin, je voudrais savoir parce que j'ai besoin de savoir. J'en ai aucune idée de comment le film il est vraiment en fait dans un premier ou un second degré. Ouais, tellement en fait faut le voir pour comprendre. Le film ne veut pas taper dans tel sens qu'en fait il est complètement c'est comme un savon qui n'a aucune senteur. C'est un truc fade. Okay. C'est un Ricard sans sirop. Continue. Je pense que le spectateur est en train de ressentir le malaise du film. Vas-y, continue. Voilà, c'est un Ricard avec du coca. Un mazout, voilà. Non mais voilà, toute ressemblance finalement c'est quoi ? Est-ce que c'est toute ressemblance à une comédie serait purement fortuite en fait. Bravo. Voilà. Bravo. Okay. J'arrête là-dessus. Le PAF te merci, remercie, au revoir. Roland, on va s'intéresser à un vrai film qui n'est pas sorti en salle du coup. The Irishman. Parce que les vrais films ne sortent plus en salle maintenant. Et tu as raison de le dire. On en parlera juste après. C'est pas vrai. The Irishman, donc de Martin Scorsese, sorti le 27 novembre, est l'un des films les plus attendus de l'année. C'est vrai. Alors déjà, qui est Martin Scorsese ? Non, tout le monde le sait. Qui est Martin Scorsese déjà de base ? Martin Scorsese qui c'est revient. Le mec qui dit du mal de Marvel. Ouais, mais alors ça, il a pas tort. Ouais. Marvel, je veux dire. Non, Martin Scorsese qui revient et oh Dieu, pourquoi on l'attendait, à un film de gangster avec toute la clique, d'autres boomers du coup, De Niro, Pesci, Pacino, Kettel, voilà, toute cette génération-là, qui ont pour la plupart été découverts et ont grandi avec Scorsese, en tout cas, sauf Pacino, c'est sa première collaboration avec lui. Et même ressorti Kettel du formol. Tout à fait. Et il n'a pas de rajeunissement dans le film, Kettel. C'est un des seuls. Donc c'est vous dire le formol, quoi. Et donc il arrive avec ce projet-là de film basé sur un livre qui est l'histoire vraie de Frank Sheeran, qui est un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et qui revient faire des petits boulots en tant que chauffeur véritable homme de main à la base. Homme de main, voilà, simple ouvrier en fait presque, et qui à un moment se lie avec la mafia locale, donc dirigée par Joe Pesci, du coup, Harvey Keitel plutôt. Il y a plusieurs factions. Il y a plusieurs factions, voilà. Mais également son lien avec Jimmy Hoffa, donc Al Pacino, qui est le président du syndicat international le Brotherhood of Thiefmasters, bref, un des hommes les plus influents de l'époque. Et aussi curieux que ça puisse paraître, aucun studio n'a voulu soutenir le film de Martin Scorsese, ce qui fait que maintenant la production s'est tournée vers Netflix et c'est une sortie. Ça fait depuis Netflix. 8 ans qu'il était en pourparlers avec la Paramount. La Paramount, au dernier moment, s'est un peu désisté. Et Netflix est arrivé derrière, fait bon, écoute, maintenant c'est bon, on a beaucoup d'argent, on va dépenser tes 125 millions pour le projet du film et ils vont le faire.
Et on les voit, les 125 millions. Et on les voit. Je pense que c'est le film le plus, oui, c'est sûr, même le plus cher que Netflix. Ah, pour oui, c'est le plus cher. Et puis c'est vrai qu'il y a des plans en fait qui sont juste pour quelques secondes, mais qui sont refaits à une retranscription typique des années 60, 70. C'est purement impressionnant. Et là, on voit la différence de la plupart des productions de films Netflix où, vous savez, il y a toujours cette image vraiment très lisse, beaucoup trop fluide, quelque chose qui rend pas du tout brut et naturel. Là, c'est pas du tout le cas. Vraiment, c'est la première surprise quand on lance le film, c'est qu'on est vraiment à vraiment du gras d'image. On est à du 24 images secondes. Bref, on est un film en conditions cinéma, quoi, clairement. Et alors, le film en lui-même, qu'est-ce qu'il vaut ? Eh ben, le film en lui-même, on va déjà commencer, c'est un des meilleurs Scorsese, selon moi, vraiment. En tout cas de la décennie. En tout cas de la décennie. Voire même peut-être depuis 20 ans. Non, mais je pense que de tout, il reste vraiment dans un des meilleurs Scorsese, quoi. Vraiment. Déjà, les acteurs sont incroyables. Et au-delà des acteurs, j'irai plus loin, avec la technique de rajeunissement numérique qui a été fait, qui vraiment... Au début, on grince des dents quand on voit les premiers plans sur De Niro, on grince des dents. Il y a des imprécisions, non, pas des imprécisions. C'est vraiment très étrange, quoi. Il y a le visage qui est un peu lisse, quoi. Et en même temps, tu te dis, mais c'est quand même incroyable d'avoir autant de détails dans le jeu d'acteur du visage des comédiens qui sont retranscrits avec le rajeunissement numérique, quoi. Donc, on est vraiment sur une première étape mais je pense d'une révolution que je ne sais pas ce que ça va donner après, mais il faut dire que l'un des premiers réalisateurs à avoir utilisé ça, finalement, ça a été Fincher avec l'étrange histoire de Benjamin Button, mais il avait fait l'effet inverse. On commence à voir le rajeunissement qui est travaillé de façon de plus en plus, on va dire, de plus en plus systématique. Et du coup, la technologie aussi a fait un tel bond en avant qu'actuellement, on arrive à faire beaucoup de choses impressionnantes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, ça tique un peu sur De Niro. Quand même. Disons que le regard, il y a que sur le regard, on sent que c'est les yeux de quand même un vieillard. Voilà, quoi. Et le moment le plus drôle et un peu le plus gênant du film, c'est que t'as beau mettre un De Niro rajeuni numériquement, quand il casse la gueule à quelqu'un, il a un corps de 70 ans, alors il en chie un petit peu le bonhomme. Il a le dos un peu carré. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sens que c'est compliqué, quoi, qu'il a mis 3 jours à s'en remettre. Juste, moi, j'ai pas vu le film, mais pourquoi il a pas pris des acteurs plus jeunes, pas forcément ressemblant? Alors, pourquoi ? Parce que la vraie réflexion du film, c'est sur le temps qui passe. C'est ça. Okay. Sur le temps qui passe, et en même temps, justement... parallèle, j'ai l'impression que Scorsese fait de plus en plus de parallèles entre ses histoires et le cinéma en lui-même. Hugo Cabret, on avait déjà ça entre la révolution numérique qui arrivait à la 3D et le comparatif à Méliès. Et là, il s'interroge vraiment sur justement ce principe de rajeunissement d'acteurs. Vraiment, on peut avoir des acteurs qui ressemblent à ce qu'ils étaient plus jeunes, mais avec l'âge qu'ils ont. Et en même temps, on a un film de 3h30, donc très très long, et sur des personnages qui, au début, sont rajeunis, mais à la fin, sont vraiment... leur côté vieillard est appuyé, quoi. Vraiment, c'est ça, la force du film, c'est une vraie fresque. C'est un film de 3h30, mais c'est une vraie fresque, comme on pouvait voir les vieux films, les films du Nouvel Hollywood, les films qui ont lancé notamment Coppola avec Le Parrain, même encore Sergio Leone avec Il était une fois en Amérique, qui est une véritable fresque. Là, on retrouve ce style à un rythme très lent au début, qui prend son temps. Limite très lent au début, à se perdre dans les détails. J'ai trouvé aussi au début c'était un peu lent. Il était un peu lent. On se perd un peu dans les détails. C'est pas un défaut. Mais c'est pas un défaut. Non, je prends pas comme un défaut. Le basculement en fait du film se fait avec l'arrivée de Pacino, avec l'arrivée du personnage de Jimmy Hoffa. Attends, alors là où je suis pas trop d'accord, c'est qu'au début tu as quand même un montage qui est assez. Ah mais le montage, il est toujours très bon. Non mais au-delà d'être bon, assez vif quand même. Alors il y a toute l'installation. On découvre donc Robert De Niro vieux, et c'est lui vieux qui va nous raconter tout son passé. Et après, tu retrouves un montage, alors pas niveau effréné de Casino non plus, mais il y a quand même une certaine rapidité dans l'explication, tu vois. Si c'est lenteur, si c'est l'histoire qui se met en place et quel lien vont avoir les personnages, effectivement, ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, le rythme du film, je ne l'ai pas trouvé lent au début. En revanche, c'est clairement à la moitié du film là, où il y a une rupture vraiment complète sur le rythme du film, complète. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que non seulement Scorsese reprend donc le mythe du gangster qu'il avait déjà fait bien avant, certes, mais c'est son rapport à cet univers-là qui est complètement différent. Et il peut ressembler à un affranchi, il peut ressembler à un Casino, mais c'est ni l'un ni l'autre. Absolument quoi. Pas.
rien qu'au début, vous allez voir les scènes de fusillade quand un homme se fait tuer. Ce n'est pas fun comme un affranchi, quoi. C'est froid. C'est froid, c'est calculateur. Vraiment, il y a quelque chose de froid. Il y a aussi ce truc où on voit les personnages rigolent et tout. Pause sur l'image. Il y a le nom du personnage et quand il est mort, comment il est mort. Vraiment, il y a quelque chose de assez lugubre. Il y a très peu de scènes sanglantes d'exécution. D'ailleurs, les scènes d'exécution, il y a quand même un côté un petit peu drôle, c'est qu'à chaque fois, en fait, Sheeran va les on va dire, il y a une scène notamment où il les prend au dépourvu et du coup en fait ils ont généralement les mains dans les poches et du coup ils sont quand même morts. Ils sont comme ça. Et même le rapport aux excès, l'excès n'est pas du tout il y en a presque pas d'ailleurs en fait. Non. Le seul mention à l'alcool, c'est à un moment donné ils mettent de l'alcool dans une pastèque parce que Jimmy Hoffa, donc Al Pacino, ne boit pas d'alcool, n'en supporte pas. Et du coup c'est obligé de manger de la pastèque. Là ils ont alcoolisée. pris un personnage grandiloquent aussi pour valoriser Hoffa en fait. Oui, clairement. Oui. Et c'est tout. Et sinon, il y a Pesci à la fin qui veut juste, comme il est tout vieux, il a plus de dents, il veut juste tremper une miette de pain dans le vin pour le manger. C'est tout. Le rapport à l'alcool, les drogues, on n'en voit pas. Personne ne fume, presque personne ne fume dans ce film, ce qui est quand même incroyable pour un film de gangster. Ouais, c'est très étonnant. Et voilà. Et du coup, et après, il y a vraiment cet étirement de deuxième moitié de film où vraiment le film nous prend, quoi. T'es là, t'es complètement hypnotisé par ce qui se passe. Tu comprends que tous les crimes que les personnages peuvent faire dans la vraie histoire, ça reste des crimes à un moment donné et que ça a un impact, quoi. Ah oui. Et vraiment, c'est un très bel adieu sur ce monde-là, sur ces acteurs-là, sur toute cette génération-là qui a fait le nouvel Hollywood, en tout cas, du côté de Scorsese. Je dirais même en fait qu'on a une certaine conscience d'avoir vu probablement le dernier chapitre en fait d'une grande épopée cinématographique de la pègre américaine à travers l'histoire, le récit, mais aussi à travers forcément les personnages, les acteurs qui jouent ces personnages. On a l'impression de voir la fin d'une ère, véritablement. Celle du film de gangster, mais aussi finalement d'Hollywood. Parce qu'on peut également parler là-dessus. Et en même temps, le vrai discours du film, je pense, c'est parce qu'il ne se veut pas complètement en hommage à ce qui a été fait avant, ou il reste pas dans un classicisme en tout cas. Sans vous raconter ce qui se passe, la dernière réplique du film, c'est quand même laisser la porte ouverte. Ouais. Et pour moi, il y a vraiment allez-y maintenant, laissez la porte ouverte et profitez des technologies qui arrivent, des révolutions qu'il peut y avoir, faites évoluer le cinéma, quoi. Maintenant, c'est votre tour. Vers la fin du film, on a un souffle mélancolique terrible, notamment sur le récit des trois derniers, le récit des trois personnages, et surtout, c'est ça en fait, le temps qui passe. Le temps qui passe. Il y a un côté limite maso de Scorsese dans. Pas loin. Franchement, il en rajoute sur. Il y a un côté maso, mais il y a toujours le rapprochement avec la religion aussi, quand même. Sans spoiler ce qui se passe, mais vis-à-vis de certains personnages et de mythes du cinéma, tu sens que il prend son temps pour décrire ce qui leur arrive. Et comme tu l'as dit, de façon très lointaine au côté glamour qu'il pouvait y avoir dans certains autres de ses films. Et au côté rock'n'roll qu'il avait pu là, on est dans avant. un truc ultra dur, quoi. Tu vois, c'est froid, c'est dur. Et on n'était pas habitué forcément à cet aspect-là dans ses films précédents. Et c'est pas anodin que ce soit, comme tu dis, un espèce de dernier chapitre. C'est surtout que voir tous les grands acteurs, en fait, soit mourir, soit, on va dire, au dernier moment de leur vie. Franchement, les scènes déchirantes. La scène absolument terrible avec De Niro aussi, quand il va donc acheter un cercueil et il lui dit c'est pour qui ? C'est pour moi. Ouais. Il y a vraiment ça. Et puis il y a beaucoup d'infos, quoi. Vraiment toute la première partie du film, t'as plein d'infos et tout. Et à un moment, il s'arrête. Il y a une scène de cérémonie. Je dirais pas de quoi de com. Et d'un coup, t'as pas eu une scène qui durait plus de 5 minutes, 5-10 minutes. Et là, elle dure 25 minutes, la scène de la cérémonie. Scène de 25 minutes. On sait très bien ce qui va arriver après, en fait. Et ça va reprendre son temps. Il y a la scène notamment qui est très rare dans un Scorsese, c'est-à-dire pas de musique, pas de dialogue. On suit l'itinéraire d'un personnage, silence, et du coup ça met en tension parce qu'on a l'habitude d'avoir un réal qui travaille beaucoup sur l'image, le son en même temps, et là c'est presque viscéral en fait à ce moment-là. Et même la musique qu'il y a, tu vois, la musique qu'il y a dans The Irishman, il y en a pas beaucoup de différentes, hein. C'est vraiment une qui se répète tout le long pendant 3h30. Bon, c'est pas vrai, hein, ça fait pas tout le long pendant 3h30, mais elle se répète assez souvent, quoi. Si tu compares à d'autres Scorsese d'avant où tu avais toute une playlist Spotify dessus, quoi. Oui. Là, et surtout, c'est après donc ce moment-là où tu as De Niro qui va rebalancer en fait les conséquences de ce qui vont arriver après. Ils vont aller en prison. Et en fait, le moment où ils arrivent en prison, ils se sont pris 10 ans dans la gueule. Non, mais ça fait mal, quoi. Parce que justement, comme tu l'as dit, il a dilaté le temps dans certaines parties, notamment après le cabaret, tout ça, de manière large. Et d'un seul coup... On les voit vieux.
et c'est triste, quoi. Ah oui. Parce que d'un seul coup, tu as une accélération, tu dis ça va être la fin, et tu veux pas que ce soit la fin. Et toute ces 3 derniers quarts d'heure, là, c'est assez magnifique, quoi. Mais c'est vraiment le Scorsese qui maîtrise le mieux les ellipses, quoi. Oui. Vraiment. Oui, totalement. Et le temps, quoi, dans le film. C'est pas d'habitude, c'est pas forcément ce qu'il préfère, quoi. Non, Scorsese clairement. est là, bon, quand on voit que sur Netflix le film dure 3h30, on peut avoir peur au début. Dernier mot là-dessus avant finalement, le film, on n'a qu'une envie, c'est qu'il continue et qu'on aurait aimé qu'il fasse encore d'autres scènes, en fait, quoi. C'est clair. C'est possible. Il y aura peut-être une version collector si un jour il sortira en support physique, on le sait pas. Director's Cut de 5 Mais heures. voilà, c'est un film magnifique à une dimension crépusculaire, Ouais. cruelle et inévitable. C'est même inévitable baroud d'honneur. Pour le coup, on va faire une petite pause bio de The Irishman, le thème de Robbie Robertson. Et voilà, donc c'était un extrait issu de The Irishman, morceau très crépusculaire comme on pouvait l'imaginer avec toute la conclusion qu'on a donnée sur ce film. Pour le coup, donc on va continuer et retourner sur notre revue critique et on va donc parler de Notre-Dame de Valerie Donzelli, sorti le 12 décembre, n'est-ce pas Charlotte ? Oui, alors on change tout à fait de style. Ah oui. Pas de gangster chez Donzelli. Alors moi j'avais bien aimé... Pas devant l'écran en tout cas. Ils sont derrière, c'est les producteurs. Pardon. Ah ça y est quoi. Bon, j'avais bien aimé moi La guerre est déclarée, Marguerite et Julien. Je trouve qu'elle a un ton, Valérie Donzelli. Et pour celui-là, moi je... Qui est également actrice. Hein. Oui, qui est également actrice en général. Pas toujours dans ses films, mais ouais, c'est une actrice effectivement. Et pour celui-là, j'avais juste vu le titre quand je l'ai vu en festival et les acteurs. Et moi je me réjouissais de voir Bouli Lanners, Philippe Catherine et Samir Ghezmi notamment, que j'adore, qui promettent quand même un cinéma en général de qualité. Alors, bon, là, il y a des moments drôles, un peu enlevés, mais le film, pour le coup, il est assez moyen. Une histoire de concours d'architecture lancé par la ville de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame. Un soir d'orage, enfin je ne sais plus, mais bon, j'ai brodé un peu. La maquette de Maud, du coup incarnée par Valérie Donzelli, s'envole par la fenêtre et arrive sur la table des candidats. Donc elle n'a pas voulu présenter son truc, mais la maquette s'envole et arrive
Putain, c'est bien un film de Parisien. Du coup, je me disais, bon, j'ai peut-être spoilé, je sais pas, mais si on envoyait tous nos lettres de motifs comme ça, ce serait marrant. Non, je rigole. C'est clair. Non. Alors, en tout cas, c'est l'école d'archi qu'on a besoin avec leur bâtiment. En gros, la maquette Nancy, est très drôle. Non, à la base, je crois que c'est pas ça, mais elle ressemble un peu à un truc un peu phallique. Enfin voilà, bon, elle s'amusait pour pas mal de trucs. Voilà, c'est un peu. Un peu parisien. Bis. Ouais, c'est ça. Alors voilà, il y a des trucs un peu loufoques, mais du reste, d'ailleurs, j'ai revu là des images et tout, et je me souvenais pas de certains trucs, donc ça, c'est pas très. Marquant. Ouais, j'allais dire remarquable du coup, et un peu trop léger là. D'accord. Voilà. Bon, Ça a été vite. Ouais, c'est ça va être vite. Et on va reparler cinéma avec Netflix. Et on parle de Là, il y a vrai quand même des cinéma. trucs bien au cinéma. Ah oui. Mais là, pour le coup, T'as intérêt de Non, mais c'est vrai sauver les autres films au Cinoche, Charlotte, parce que c'est vrai que Ah, en non, fait, là, on a fait, on s'est quand même bien amusé ces derniers mois à un peu bâcher Netflix avec leurs productions qui sont quand même pas génial. Ah bon, on va continuer. Ah, mais là- non, on va continuer. Mais là, en amont, ils ont quand même sorti 2 bons Mais films. là, dernièrement. J'allais le dire. Un Carrément. film cinématographique. Et là, je parle de Marriage Story de Noah Baumbach, sorti le 6 décembre. Alors oui, donc Marriage Story de Noah Baumbach, donc, qui avait notamment réalisé les Bergman se séparent, Greenberg ou encore France A avec sa femme. Scénariste de Wes Anderson aussi. Scénariste aussi de Wes Anderson pour La vie aquatique et Mr. Fox, fantastique Mr. Fox. Donc le film raconte l'histoire d'un couple d'artistes new-yorkais, Charlie et Nicole, qui sont interprétés par Adam Driver et Scarlett Johansson, et plus précisément de leur divorce. Dans des conditions qui vont avoir de cesse d'empirer, entre déchirements, coups bas, duel d'avocats cyniques interprétés avec brio par Laura Dern Ah oui, et Ray Ray Liotta. Liotta. Ah ouais, putain, ils sont Laura ils sont Dern, bons elle dans est le film. Ah, géniale. les deux, hein. Qui est- Les deux. Elle est géniale. Ouais. Donc de ce divorce, le réalisateur va en faire l'autopsie de ses conséquences sur leur famille, leur couple, leur enfant et leur carrière. Donc Voilà. c'est un film personnel. Voilà. Donc c'est un film personnel d'abord dans le sens où c'est une histoire qui se base plus ou moins de la relation du réalisateur qu'il a eu dans le passé avec Jennifer Jason Leigh. La première chose que je voulais dire sur le film, et tu as commencé à l'évoquer, c'est que c'est une production Netflix et que j'ai assez taillé Netflix donc ces dernières semaines pour ne pas reconnaître qu'avec Marriage Story et Irishman, ils ont sorti 2 des meilleurs films de l'année en l'espace d'une semaine. On est loin de leurs films algorithmes qu'ils ont l'habitude de sortir. Ici, on est dans un film où c'est l'exigence artistique qui prime et c'est à souligner car ça démontre que c'est possible. La photo du film est de Robbie et Ryan, donc elle est très belle. Il y a un côté un peu 35 mm à l'ancienne qui donne un côté limite anachronique et intemporel au début du film. On ne sait pas si on est en 2019, on pourrait être avant. Enfin voilà, il y a un grain, il y a quelque chose de beau. J'ai aimé que le réalisateur, de par sa mise en scène, laisse de la place aux acteurs. D'ailleurs, le directeur photo, donc Robbie Ryan, comme je le disais, très belle photo. Ouais, très belle photo. A insisté en interview pour dire que il avait fait un travail où il avait essayé un maximum de prendre du recul avec sa caméra, c'est-à-dire de laisser de la place aux acteurs, comme il le faisait avec, parce qu'il a aussi travaillé avec Ken Loach, et c'est l'expérience qui était même si ça se ressemble pas du tout esthétiquement avec des films de Ken Loach, mais dans son attitude, il faisait la même chose, c'est-à-dire la matière première du film, c'est ce qui se passe entre les acteurs. C'est pas, après il y a des mouvements de caméra, il y a des gros plans bien sûr, mais dans son attitude à lui, ces deux travails avec ces deux réalisateurs se ressemblaient. Dans son approche à lui en tout cas. Et donc le réalisateur laisse de la place aux acteurs, mais aussi du temps. On a beaucoup de longs plans séquences Bon, le film, il y a vraiment 5-6 scènes qui sont très longues, qui sont marquantes, parce qu'au-delà de la photo, de la musique et des bons dialogues, la principale qualité du film, c'est bien sûr les acteurs, Scarlett Johansson et Adam Driver, qui sont ici dans les conditions parfaites pour démontrer leur talent. Avoir un Oscar. Aussi, ouais, peut-être. Et donc, Joaquin ou Adam. Voilà, franchement, quand on voit Scarlett Johansson, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'elle est cantonnée au film
au rôle de femmes d'action sur fond vert qui sont franchement pas remarquables. Ça fait plaisir de la voir comme ça faisait très longtemps, pour ma part en tout cas. Depuis Woody Allen, je crois. Je me trompe pas. Un rôle aussi marquant d'elle, ça date de Matchpoint et Lost in Translation. Lost in Translation, ouais. Voilà, ça fait 15 ans. C'est le début de sa carrière. Ouais. Ça fait 15 ans. Donc ça fait du bien de l'avoir dans ce rôle. Et puis Adam Driver, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord là. Il met déjà tout le monde d'accord. Il y a 5 ans, je disais que c'est un acteur que je trouvais vraiment pas bon. Moi, j'ai dit ça quand je l'ai vu en Kylo Ren et depuis, je n'ai de cesse de m'excuser. Kylo Ren, c'est le seul qui sauve les Star Wars en ce moment. Non, mais en fait, je l'adore en Kylo Ren. Mais c'est Ridley quand même, tu te calmes. Hein. On l'a boycotté Star Wars, moi aussi. Hein. Bref, on n'a pas été le voir. On l'a boycotté. On le verra après. En DVD. Non, juste Adam Driver, moi je trouve que c'est l'acteur de la décennie. On parlera bientôt de la décennie. Scorsese a dit quand même de sa part que Adam Driver est l'acteur de sa génération en fait. Ouais, mais c'est le meilleur acteur de sa génération. Il est génial. Pour moi c'est son meilleur rôle. Hein. Donc, et il a bossé avec sur Silence, faut pas l'oublier. C'est vrai que là. Oui. De quoi? Et il a bossé avec sur Silence. Ouais, faut pas l'oublier. Tout à fait. Mais déjà avec Noah Baumbach, il était dans Francesa. Dans Francesa. C'est la première fois que je l'ai vu dans un film. Ouais. Enfin bon voilà, là c'est vraiment un grand numéro d'acteurs et d'actrices et donc voilà, c'est un film assez déchirant qu'il faut pas rater, hein, tout simplement. Et comme tu le disais quand tu parlais de Netflix tout à l'heure, du fait que quand tu lances Irishman, tout de suite tu sais que tu es dans du cinéma, contrairement à d'autres de leurs productions. Et Marriage Story, je trouvais que c'était pareil, c'est-à-dire on a l'impression de voir cette espèce de grain en fait 35 mm, mais on sait très bien que c'est retravaillé numériquement, mais ça le fait quoi. Je trouvais que ça le fait dès le départ, dès les premiers plans. Et pour terminer là-dessus, je dirais que c'est un film. Pourquoi j'aurais aimé ce film et que c'est pas seulement un film à Oscar. Non, pas du tout. N'est-ce pas, Seb? Je trouvais que c'est un film terriblement. C'est pas un reproche, hein. Ouais, et puis. Non, je trouvais que c'était un film. Non, là où je voulais en venir, c'est que c'est le film taillé pour les Oscars comme il y en a un tous les ans. Aussi, et pour les acteurs. Non, mais il y a tout. Il y a un sujet sensible. C'est un côté petit film américain indé sorti de nulle part. Voilà, il y a tout. Ce qui est étonnant, c'est qu'il sort sur Netflix. C'est pas en salle. C'est là où je voulais en venir. Ça, c'est vrai que c'est surprenant. Et surtout, vous regardez déjà la liste des Golden Globes. C'est déjà assez remarquable de voir le nombre de productions sorties sur les plateformes et pas au cinéma. En même temps, tous les réals indés vont sur Netflix maintenant. Pratiquement tous, quoi. Non, je dirais tous les anciens grands réalisateurs partent maintenant sur les plateformes et les jeunes réals indépendants généralement on leur offre des productions genre type Jurassic World avec Colin Trevorrow, Ryan Johnson avec les Star Wars. On parle pas des mêmes on parle pas des mêmes réals, enfin on parle pas des mêmes catégories de réalisateurs. Et ces mecs-là, ils ont fait qu'un seul film avant. Hein. Oui, je sais, mais je veux dire, il y en a pas mal qui font justement un film, qui sont récupérés et qui retournent sur ces plateformes-là pour faire des films. Mais je pense que de toute manière, oui, il y en a qui sont tellement dégoûtés d'Hollywood qui vont repartir sur Netflix. Bien sûr. Clairement. Bien sûr. Clairement. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, c'est vrai que, comme dit Jonathan, pour celui-là, il laisse le temps. Il y a certains films Netflix. Oui, c'est vrai qu'il dure 2h20. Hein. Dès le début, on sait que ça va être une daube. Et là, dès le début, c'est passionnant avec le point de vue des deux. Enfin, comment ils. Enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Ça dure plus de 2 heures. C'est quelque chose. Non, mais c'est ça. Ils lisent une lettre qu'on va retrouver par la suite. Il y a des moments ensuite. très très beaux dans ce film. C'est ça, aussi. très beau. Et moi, tu parlais de lumière, de plans, mais moi, j'ai beaucoup aimé les plans séquences et le fait que ça se rapporte au théâtre aussi. Ces deux personnages, ils jouent un metteur en scène de théâtre et une comédienne. Et la direction des acteurs dans l'espace est très théâtrale en fait. Et oui, mais c'est pas plombant du tout. Tu as plein de plans larges où les personnages sont vraiment placés comme des pions, comme sur une scène de théâtre. C'est ça, et c'est pas plombant du tout. Et moi, il y a une vraie mise en scène vraiment entre les maisons, les séparations entre les deux, les rapprochements. Enfin, il y aurait pas mal de choses à analyser. J'ai beaucoup aimé ce portail qui se ferme entre les deux. Enfin, l'image, le plan est très très beau. Ouais. Très petit. L'image grise, excuse-moi, l'image triste et un peu grise à New York comparée à la chaleur californienne, un peu artificielle. Où il y a de l'espace. Il y a tant d'espace. Oh là là, il insiste là-dessus. Et les 55%, dans les 55%. Qu'est-ce qu'elle dit, Laura Dern à la fin? Ouais, je vous ai quand même mis 55 au lieu de 50. Laura Dern, elle est géniale. Elle est incroyable. Il y a plein de choses. Il y a plusieurs univers qui se mélangent. Il y a ce couple et juste un dernier truc, mais c'est vrai que moi j'ai eu un peu peur à un moment que ça aille vers le film un peu de procès. C'est pas forcément inintéressant avec les avocats et comment on manipule en fait une relation. Mais en fait, ça parle quand même de ça. En fait, c'est une relation qui serait un peu mise sur la table d'études. Je sais pas comment on dit ça. Enfin, mis à étude. C'est ça. Et finalement, dans la démarche d'auteur du réalisateur, ça marche très bien. Donc rien n'est.
Enfin, c'est vraiment un beau film. Et puis surtout qu'en plus en France, on n'a pas le même système juridique, donc comment comprendre un divorce à l'américaine, on comprend que c'est regardez très Marriage compliqué. Story, vous comprendrez mieux. Voilà. Ça fait peur. Hein. Ça fait... Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair quoi. Mais vous non, mariez pas. Voilà. Ouais. Le plus simple. Pour ma part, en fait, c'est ça que je trouve intéressant avec ce film, c'est qu'il est terriblement honnête sur la dureté des relations, du rôle des parents et de l'œuvre qui en découle et qui est assez brillante et incroyable. Il y a un petit truc négatif que je devrais dire dessus, c'est qu'il y a... Je t'attendais. Attends, parce qu'on est en train de lui relancer des fleurs. Ah bah Oui, quand oui, même, ça va, c'est un ouais, beau c'est- film. Ouais. Moi, j'aurais juste voulu, mais c'est peut-être seulement personnel, que justement ce rapport qu'ils ont avec leur art et leur métier soit un peu plus développé. Ouais, vraiment. c'est- Il y a vraiment, il y Voilà. a. Oui, il y en a. J'ai pas dit qu'il y en a. Ouais, en je sais fait, pas, dès la que le préparation et divorce tout, est non, amorcé, Ouais, on c'est se ça. concentre Ouais, uniquement ouais. sur Ouais, le mais divorce. c'est l'histoire. Alors qu'avant, on hein. voyait. Non, puis surtout, Non, c'est mais pas intéressant seul... parce non, que- non, c'est pas vrai parce que Adam Driver, tu vois, c'est un des gros problèmes justement dans son divorce, c'est que justement sa vie de metteur en scène qu'il a à New York, il a du mal à la gérer en même temps dans Oui. sa création Ouais. artistique et le divorce. Et je Ouais. trouve que ça C'est pas vrai qu'au bout assez d'un loin. moment, on Et je voit pense plus, que Scarlett Johansson oui. a les mêmes problèmes Bah qu'Adam oui, Driver oui, en vrai. oui, Oui. Mais je les ai pas vus. On Mais n'a c'est pas tout. assez de. Ouais, c'est vrai. Ça Surtout que c'est pourrait très durer 3 intéressant heures. pour un film. Donc un film avec comme deux acteurs principaux une actrice de série télé qui devient donc pour une série télé Tout à et fait. donc l'acteur le personnage principal Adam Driver Metteur en qui est scène. un metteur en scène de théâtre. Tout à fait. Oui. Eh ben. Bah c'est drôle. Bah oui, C'est un d'accord. film. Parce que c'est pas une série. Bah, c'est pareil, ça parle un peu de t'as vu de Noah Baumbach et puis de Ouais, oui. de génie. Mais après, J'imagine. le réalisateur, il a dit que forcément, ça part de quelque chose de personnel, mais que rapidement, et vis-à-vis du tournage et en voyant Scarlett Johansson et Adam Driver, le film, il s'en est un peu senti dépossédé. C'est-à-dire que le film, après, il tournait tout seul, quoi. Mm. C'était les deux personnages qui partaient dans leur direction et forcément, c'était plus lui qui comptait et son histoire. Ou voilà, ça c'est le film. C'est le but d'un ouais. film. c'est le hein, but d'un donc film. c'est Bah, vrai c'est ce que- qu'on ressent et dans quand tous les il cas, réussit, c'est- c'est Ouais. un bon film. Moi, je pense que le film post-divorce, Dernier je préfère Les sorcières de Zogaramundi de Alex de Iglesias. Pardon. Oui. Contredis-moi, toi. Il a aimé son divorce, on va dire ça comme ça. Donc, sans transition, Seules les bêtes de Dominique Moll, avec notamment Denis Ménochet. Parce que voilà, j'ai vu qu'il y a Denis Ménochet, donc c'est bien. Ah, mais tout à Est-ce que fait. c'est bien? Alors, c'est pas mal. Super, film suivant, BO. Non, je peux aller En très retard. vite. Je peux aller très vite si tu veux, Roland. Ouais, Denis Ménochet, du coup, moi, c'est encore là, j'étais attirée par les bons acteurs. Et puis Damien Bonnard, hashtag Les Misérables, hein, on en T'as été parlera. attiré Ah, par oui. Denis Ménochet, ok. Et il y a Mais les deux là, évidemment que t'es entre attiré autres. par Denis Ménochet, c'est le Bah, lourd du Denis cinéma Ménochet, français. il est jusqu'à la garde, il est génial dans tous ses films, bref. Du coup, Dominique Moll, c'est le réalisateur d'Harry, un ami qui vous vaut du bien, et de Lemming, entre autres, qui était pas mal pour le côté un peu insidieux, social. Enfin, il y a pas mal de choses dans ses films. Là, c'est découpé en 4-5 parties. À chaque fois, on a des personnages qu'on va retrouver dans la nouvelle séquence qui va arriver avec un autre point de vue. C'est une affaire de disparition, en gros, hein. C'est un polar, je crois. Ouais, en quelque Plus ou moins. sorte. Après, moi, je ne dirais pas un film policier, mais bon, c'est vrai qu'il y a une affaire. Il y a un policier qui est là et tout, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse trop. La meuf qui disparaît, c'est Valéria Bruni Tedeschi. Moi, j'étais contente parce que je l'aime pas. Parce Mais pourquoi ils la recherchent Putain, en fait, c'est ça tout le film, ils veulent pas la retrouver. tellement Arrêtez l'enquête. gratuit. C'est tellement gratuit ce que j'ai à Non, dire. mais c'était très coucou, bien. Valéria, Non, c'est coucou. bien. Du coup, voilà, bon, elle revit. Voilà. Flashback et tout, Oh. machin. Mais du coup, donc Putain. pour moi, c'est pas un film policier. Ça, là. Mais on a quand même l'étrangeté de Dominique Moll qui est encore là. Il y a des personnages qui sont assez bien dépeints socialement. La première partie du film elle est vraiment bien. Il y a le fermier, donc Ménochet, sa femme qui se fait un peu chier et tout. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Après, deuxième partie du film, on arrive, on commence avec l'écran. Enfin moi, j'aime pas trop quand l'écran de cinéma devient écran d'ordinateur. Enfin, il y a tout un... Quand on explique ça, il y a tout un moment, toute une séquence où ils chattent en fait. Ça va être d'accord. pour relier Mhm. des personnages, notamment 3 personnages entre eux. Et voilà, MSN, époque un peu vieillotte avec les bip Tu bip. veux dire que t'as les bulles de conversation qui Non, s'affichent à c'est l'écran pas les bulles, c'est carrément l'écran, tu vois, c'est l'écran C'est d'ordi. l'écran d'ordi, puis tu vois C'est le ça, texte en fait, arriver, et c'est tout à propos, hein, parce que du coup, ça relie 3 personnes. Moi, j'aime pas trop, ça m'a un peu cassé dans le film, et stylistiquement, j'aime pas trop voir ça. Après, voilà, ça se tient, et le Bah, surtout film qu'on voit plus le visage des acteurs en fait. aussi, puis bon, il est devant son Il y a un ordi. côté un peu procédé, quoi. Quand T'as pas Mhm. trop envie de voir ça, mais bon, là, voilà, ça part de la France en Afrique. Enfin, voilà, ça relie quand même. C'est sur le monde rural, un peu, non? C'est sur le monde rural, mais enfin, France, Afrique, monde rural. Ouais. J'arrive En pas à fait, suivre là. moi. mais je te promets que si tu débutes la première minute du film, c'est un jeune en scooter en Afrique, et après, tu vas dans
je sais pas si c'est dans les Vosges, mais on va dire dans les Vosges, tu vois. Monde rural. Monde rural, ferme, montagne. Maison enneigée, quoi. Et donc tu dis les carrément. Vosges. Et tu dis, bon Dieu, je suis sûre, c'est pas les Vosges. Les gens, ils vont dire, ah non, c'est pas les Vosges. Mais voilà, Il y a quel une rapport. connexion. Il y a une connexion. Mais sans du le coup, il y a select, une en fait. connexion Vosges. par les personnages Joli. qu'on va découvrir au fur et à mesure. Mais bon, le Certini. film fonctionne bien. C'est vraiment pas mal. Donc, moins bien que ces autres films, mais c'est D'accord. pas mal. Donc bien, mais pas trop, mais pas top. Bien, mais pas trop. Bien, mais pas top. Du coup, post-BO, Marriage Post-BO. Story, What I Love About Nicole. Excellent aussi compositeur. Ah oui, Randy Newman a Randy fait un Newman. très très bon travail Mm, pour cette œuvre. Et voilà, donc c'était Toy Story 3. Non, c'était, pardon. Donc Marriage Story, What C'est I le Love divorce About de Buzz et Woody. Ouais, Voilà, après des années divorce. Et sinon, il chante aussi Adam Driver dans le film, regardez. Ouais, sa scène est absolument Cette belle grandiose. séquence. Moi, il chante moins bien que dans Insane Llewyn Davis. Tu sais, vous avez... Oh, C'est vrai, voilà, moi, je le préférais. c'est vrai. Non, mais il chante bien, en plus. C'est Ah, du jazz, là, il ça a Je me fait rappelle plaisir. plus dans Inside Llewyn Davis, mais oui. Pareil. Oh, Absolument parfait. On va donc continuer notre rubrique critique avec Lola vers la mer, et elle fait plouf après, donc le film de Laurent Micheli, sorti le 11 décembre. T'es tellement enjoué quand tu dis ce titre. C'est un remère, ça, non? Roland. Non. Bon, je vais aller très Vas-y, vite. encore Charlotte, une vas-y. C'est un film de Jean-Luc Godard. Je vais aller très vite encore une fois sur ce film. C'est l'histoire d'une ado transgenre, donc un garçon qui devient une fille, Lola, et qui est contrainte de cohabiter avec son père, Benoît Magimel. Pardon. Bah oui, joué par Benoît Magimel, avec qui elle est en froid suite au décès de sa mère qui est survenu il y a peu de Je me mords, c'est juste parce qu'il y a Benoît Magimel dedans, Ouais. hein, c'est tout. Bah, il est bien, ça va. Après, le sujet, donc voilà. Le sujet peut être un peu casse-gueule, un peu on marche sur des braises, mais il est assez bien traité ici. Après, ça, le tout manque un peu de charme, en gros, à l'image un peu de la jeune actrice, désolée. Mais c'est vrai. On t'excuse pas, hein, c'est pas Non, toi qui mais l'as non. dirigé. Hein. Pas de soucis. Hein. T'excuses pas, il y avait Benoît Magimel. Ça, Charlotte, Benoît elle a du Magimel, mal hein. à dire du mal. Elle a du mal à dire du Bah mal. non, mais là, pour le coup, bon, c'est vrai, ils sont justes. Non, mais Voilà. En si- fait, le tout est Si- juste. Mais Si tu veux te marrer un peu, tu dis ouais, Benoît Magimel il était bon dedans parce que sûrement il sortait de désintox, mais bon. Donc sans transition, on se Ah bah, dit- d'accord. Elle a pas fini sa critique. Elle a pas fini. Ah merde, pardon. Non, Je croyais que t'avais pas grave. fini. Vas-y. Non, recommence. Tu l'écoutes pas. J'ai cru que c'était la fin. Génial, j'adore. J'ai cru que c'était la fin en fait. Il y a Magimel Bah oui. et fin.
C'est bon, je parle pas tout le temps que des acteurs. Pardon, je suis agressive. Non, j'avais fini. Ça manque un peu de charme. Juste, il y avait une belle idée de confronter l'ado, donc Lola, à l'enfant qu'elle était avant. Physiquement, une confrontation physique. Et ça, pour le coup, c'est une bonne idée qu'on voit pas tout le temps. Surtout pour le traitement d'un personnage transgenre, quoi. Aussi, ça, très peu représenté. L'identité. Non, mais c'est ça. Mais après, voilà, c'est un film qui est juste et tout ça. Mais voilà, il manque de charme. D'accord. En question d'identité, tiens, The Report donc de Scott Z. Burns, qui était le scénariste de Steven Soderbergh, passe lui également à la réalisation. Alors, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire du fameux Torture Report. Donc, décembre 2014, le comité du Sénat sur les renseignements sur la torture publique publie donc un rapport de plus de 500 pages sur les tactiques extrêmes utilisées par la CIA après le 11 septembre. Avec un sujet comme ça, vous attendez... On va bien se poiler. On va bien se poiler. Et oui, bien évidemment, ce poil, d'ailleurs campé par Adam Driver dans le rôle principal. Qui sort de divorce, du coup, qui enquête sur les tortures aux États-Unis, tout à fait. Il est partout. Film sorti d'ailleurs, que je dis pas de bêtises, le 29 novembre sur Amazon. C'est un film Amazon, exactement. On a 3 films de plateforme ce mois-ci, c'est incroyable. Exactement. Alors c'est vraiment un vrai film en exergue sur... une mise en exergue d'un État dans l'État en fait, sur les libertés de la CIA, sur les conséquences néfastes de ce petit royaume finalement et ses rouages et ses influences au-delà en fait de l'État américain. Et c'est un film solide autant qu'utile. Ça va pas extrêmement loin non plus. C'est un film qui va vraiment partir sur les proche de ce que l'on peut voir sur les lanceurs d'alerte aussi. On a eu notamment donc le film sur Oliver Stone, Snowden, d'Oliver Stone. On a également aussi Pentagon Papers. C'est un film qui est également pareil dans l'air du temps, qui a un côté un petit peu plus proche documentaire dans sa mise en scène, mais qui reste quand même très très dur de continuer parce que c'est un film très dense. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses, mais c'est un film qui reste très sobre et qui marche plutôt bien pour le coup. C'est un vrai film d'enquête où on sait très bien les conséquences qu'il va y avoir derrière, donc c'est-à-dire pas grand-chose, mais ça montre aussi toute le côté labyrinthique de ce genre d'enquête. Tout le labyrinthe, voilà, tout le labyrinthe de l'enquête, notamment le personnage d'Adam Driver qui reste très sobre et pourtant à sa place on serait, je pense, à 2 doigts de péter des câbles parce que le mec a passé 5 ans de sa vie à faire son document qui à la base quand il a été présenté au Sénat fait je crois 6000 pages, donc ça montre à quel point c'est un travail d'enquête très recherché et surtout on montre les rouages aussi de la CIA derrière pour tout contrer. Non, c'est un film très important et nécessaire et je trouve très intéressant de le voir, et en plus c'est une production Amazon, donc ça arrive qu'Amazon fasse quelque chose d'à peu près intéressant. Coproduit avec Vice aussi, surprenant, j'ai pas compris pourquoi Vice était dedans, mais voilà. Je pense que d'ailleurs il y a un bon documentaire Arte en ce moment qui peut compléter le film sur, je crois que ça s'appelle Des bourreaux avec les mains propres ou un truc comme ça, et qui explique vraiment justement les techniques de torture que les États-Unis ont récupérées pour s'en servir pour les guerres en Afghanistan, on le voit en dans Irak. Le film. Et ouais, c'est pour ça que je pense que ça peut être un très bon complément. Les nouvelles méthodes qui justement, ce qui est pratique pour eux, c'est que les victimes en ressortent avec aucun coup physique. Enfin, il n'y a pas de marque physique de torture. C'est vraiment entièrement psychologique et je pense que ça peut être un bon complément au film. Notamment, le film passe pas mal de temps sur certaines pratiques de torture, notamment sur la fameuse le supplice de l'eau, forcément, donc qui montre à quel point c'est le truc absolu, et dans la déshumanisation en fait des individus. Et ça montre aussi à quel point en fait pour certains la torture c'est pas dans certains membres du comité d'office du Sénat ou autres, certains surtout ça à la CIA, c'était pas seulement le principe même de torture physique qui posait problème, c'est le principe de est-ce que ça marche, c'est-à-dire, est-ce qu'on a eu des informations en fait par le biais de ces accusations, enfin par le biais de ces informations. La plupart du temps non. La plupart du temps non. Et ça a été en fait le report, ça sert à ça aussi. En fait le report, le principe de cette enquête a été amené pour ça. Est-ce que ces enquêtes ont servi à quelque chose? En fait je vous laisse découvrir à travers ce film. J'en dis pas plus. Dernier film pour la revue critique, The Lighthouse, le film de Robert Eggers. Deuxième long métrage pour Robert Eggers, qui avait notamment réalisé il y a quelques années The Witch, qui était excellent. Encore une production A24, qui font des très bonnes productions. Et il nous revient avec un film très Murnau. Alors c'est tout à fait ça. En fait, c'est un film expressionniste. Voilà. Non mais vraiment, Murnau, Caligari, Nosferatu, dans sa plus ample définition de l'expressionnisme, c'est-à-dire
pour faire rapide, je ne vais pas vous faire un cours de cinéma, mais la détresse, la folie intérieure des personnages devient à l'écran, en fait, et entache l'image, les plans, les cadrages et les décors. Et tout se prête à une... Tout met en relief l'ombre, c'est un peu ça l'expressionnisme, si je l'ai bien défini. Après, il y a aussi des motifs, je sais pas, l'escalier en colimaçon, enfin pas mal de choses qu'on retrouve, le noir et blanc. C'est un film qui est en noir et blanc, donc très pictural, et donc c'est assez rare. Enfin, on n'en voit même jamais. Extrêmement rare. On n'en voit même jamais, en fait, des films. Alors, il y a peut-être des gens... Surtout avec des vedettes. Aussi, mais voilà, il y a peut-être des gens. Alors oui. Et parce que gros casting. Ouais, je vais en parler après, mais gros casting. Bah ouais, mais très gros il faut les remplir. On va en parler. Il faut la remplir la page. Oui, je dis rare, mais non, on voit pas de film expressionniste, surtout sur tout un film en fait. Donc on n'en voit pas. Donc l'exercice pour le coup est déjà très intéressant. Enfin, pour ceux qui aiment le genre comme moi. Donc c'est assez chouette de voir un réalisateur contemporain s'y coller. Et puis donc il a choisi un phare, c'est 2 gardiens de phare. Du coup, donc un bel endroit isolé pour un film de ce genre-là, c'est bien. Et donc effectivement 2 acteurs gigantissimes qui sont parfaits pour ce style, en fait, pour faire revivre l'expressionnisme en 2019. Willem Dafoe, une tête expressionniste. Enfin, je sais pas. Mais ce mec, c'est l'expressionniste. Spider-Man avec Sam Raimi. Mais tu regardes tout ça. Viré, vous croyez Existence. J'ai dit Willem Dafoe, c'est bon. Non, mais ce gars-là, c'est un tableau. Donc, je suis désolée. Voilà, c'est pour ça qu'il a joué Van Gogh, d'ailleurs. Voilà, il avait joué aussi. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Ouais, c'est vrai que Van Gogh, ça tenait essentiellement sur ses épaules. Et Robert Pattinson, qui est le nouveau acteur expressionniste aussi. Non, les deux sont pas... Ta tête Tu n'en es pas persuadé, je te renvoie à sa film. Moi, je vais pas faire de débat Pattinson ici, mais c'est un très très grand acteur. J'avais pas fait le lien dans mon cerveau entre les deux, c'est très surprenant, j'aime bien, bravo, continue. Ils sont parfaits d'expression, voilà. Pour le genre, c'est parfait à voir aussi. Et oui, donc dans mon souvenir, moi je l'ai vu à Cannes, j'ai hâte de le revoir. Il a été présenté à la quinzaine. Ouais, c'est pour ça qu'en grande avant-première, donc je me rappelle pas des petits détails et tout ça, mais dans mon souvenir, c'est une... Bon, du coup, tout le monde a parlé un peu d'épouvante, mais je trouve que le film est assez oppressant dans son ambiance et tout ça. C'est pas forcément un film d'horreur. Après, je dis pas qu'il y a pas de scène gore ou dure, mais c'est très noir, très sombre, surtout avec une horreur un peu abstraite, en fait. Et c'est plus une horreur d'image picturale dans ma tête. Est-ce que l'exercice fonctionne sur toute la durée du film? Parce qu'il est assez long quand même. Il est assez long. Ouais. Alors, donc, l'exercice fonctionne formellement. Après, c'est vrai que mes réserves seraient peut-être plutôt... Du coup, sur le propos, bon, je le reverrai, mais il y a une histoire de double, il y a pas mal de choses sur les 2 personnages en question, ils sont tout seuls, quasi, dans le film. Ouais. Donc, ça fonctionne bien pour eux, leur description et tout ça. Après, j'ai un peu de réserve quant au propos et les films d'expressionnistes de Murnau et tout ça. Caligari, il y avait un propos d'époque, enfin, il y avait beaucoup de choses. Là, je sais pas, ça manque peut-être un peu au film. Après, voilà, allez le voir. Moi, j'y retourne, là, au caméo. Eh ben, allez le voir, profitez-en parce qu'il est encore en salle, mais pour plus très longtemps. Donc vous y allez le voir et arrêtez d'aller voir le Star Wars. Bon, pour le coup, donc on s'arrête là-dessus et on reviendra la semaine prochaine pour la première émission de l'année, qui sera un résumé de l'année, un top et flop et un top de la décennie. On est fous. On va être méga fous. Ça va être trop bien. À la semaine prochaine.